Salut à tous et bienvenue dans le podcast Ma Ligue 2, épisode 13. Au programme aujourd'hui, un débrief de cette dernière journée de folie avec les faits marquants de la rédaction, l'interview du joueur du mois d'octobre, l'attaquant auxerrois Mickaël Lebihan, l'actu de la Berrichonne Châteauroux avec Bastien Zerzoni qui nous éclairera sur la très mauvaise passe de la Berrichonne. Et puis bien sûr, on reviendra sur le fantastique quadruplé de Geoffrey Cuffaut, le Valenciennois à Toulouse, le possible retour d'une Ligue 1 et d'une Ligue 2 à 18 clubs, enfin bref, plein de choses. Et puis on finira par le traditionnel quiz. Pour ce joli programme, un casting 3 étoiles, les Riri, Fifi et Loulou de ma Ligue 2, j'ai nommé Dorian Vemel, Philippe Dechter et Laurent Mazur. Bonjour messieurs. Salut Bonjour, Alex. Salut Alex. Excellente présentation. Merci. Soyez indulgents pour ma première à la présentation. On commence tout de suite pour parler de cette super 10e journée de Ligue 2 avec vos faits marquants. Philippe, justement, tu voulais nous parler du spectacle sur les terrains de Ligue 2 ce samedi. Ouais, on a eu de la chance qu'on a eu tous les matchs le même jour, ça arrive pas souvent, et en plus, on s'est complètement régalé. Alors moi j'ai du bol, c'est que j'avais choisi Grenoble-Le Havre, je sentais que Clermont ça allait pas être super, Clermont-Guingamp, donc j'avais laissé ça à Laurent. Comme ça j'ai pu en plus avoir des buts aussi dans le match de l'après-midi. Non, ça faisait plaisir de revoir jouer les Grenoblois qui ont vraiment été intéressants, qui ont fait de belles choses. Et puis voilà, je voulais aussi faire un petit message pour Yorick Ravet. Franchement c'est vraiment un super joueur de Ligue 2. Regardez le jouer, c'est un vrai régal. Et puis le soir on a enchaîné. Avec tous ces buts, on arrivait à 34 en fin de soirée, ça faisait bien plaisir. On a vu des équipes surtout qui ont pris beaucoup de risques, qui n'ont pas hésité à se livrer. Alors il y a le match Valenciennes-Toulouse, on en reparlera, mais il y a aussi ce qu'a fait Niort à Sochaux qui est pas loin de revenir sur la fin de match. Alors ça aurait été immérité, mais il n'empêche, des équipes qui baissent pas trop les bras. Une équipe comme Pau qui va marquer 3 buts à Châteauroux, qui s'est pas privé de les enfoncer. Enfin voilà, on sentait vraiment qu'il y avait une volonté de marquer et on aurait même pu avoir encore plus de buts parce que je pense par exemple à Rodez, Benjamin Leroy, le gardien d'Ajaccio, il sort 3 ou 4 buts avec des arrêts incroyables. Donc non, vraiment super soirée de Ligue 2 et pour finir sur une note un peu moins positive tout de même, c'est ce que je disais à mes acolytes à la fin du multiplex, c'est que malheureusement du coup les coachs vont bosser la défense pendant 15 jours et que le prochain multi, on risque de se retrouver avec moins de buts. Non, en tout cas c'est une constante. À chaque fois qu'on approche d'une trêve internationale, je ne sais pas pourquoi, la journée d'avant, on a beaucoup de buts, beaucoup plus d'espace, beaucoup plus de jeux offensifs. Et la journée après la trêve, au contraire, on se retrouve avec moins de réalisations. Donc peut-être qu'un jour on aura l'explication, il faudra qu'on demande au coach. C'est vrai, ouais. Très bonne remarque. Dorian, toi, qu'est-ce que tu as retenu de cette 10e journée ? Moi, ce qui m'a surpris, c'est l'excellente forme des équipes en infériorité numérique, parce qu'on a eu Chambly réduit à 10 qui a été arraché le match nul à 3 quand même. Hein. C'est 3 qui marchaient un peu sur l'eau, donc 2 partout. On a Caen qui était réduit à 10 qui s'impose dans les arrêts de jeu contre Nancy, 2-1. Il y a le Paris FC qui a pris un rouge, mais c'était à la 94e minute, donc ça n'a pas eu trop de conséquences. Mais et Ajaccio aussi a réduit à 10 qui s'impose à Rodez 1-0. Donc je sais pas trop comment expliquer ça. Ce serait, je pense que on va faire pas mal d'interviews pendant cette trêve internationale. Ce sera intéressant de demander un peu aux coachs qu'on va voir et aux joueurs pourquoi à 10 contre 11, finalement, certaines équipes, je vais pas dire réussissent mieux, mais parviennent à se sublimer et à obtenir des résultats. Par le passé, en tout cas, je sais pas vous messieurs, mais j'ai l'impression que quand on voyait une équipe réduite à 10, on se disait plutôt là ça va être compliqué. Déjà s'ils tenaient le 0-0 par exemple ou le 1 partout, enfin c'était bien, on disait ouais c'était top. Là franchement j'ai l'impression, et c'est pas la première fois, Chambly déjà eux avaient retourné Châteauroux à 10 contre 11, ils avaient gagné 2-1 alors qu'ils étaient menés 1-0. Enfin, franchement, il y a plein d'exemples cette saison. Toulouse a gagné à Ajaccio 1-0, ils étaient réduits à 10. Il y a plein d'exemples cette saison qui font qu'à chaque fois qu'il y a un carton rouge contre une équipe, 3 récemment contre Valenciennes, ils prennent un rouge au bout de 3 minutes et ils font un partout. Franchement, cette saison, Ligue 2, je ne sais pas comment l'expliquer, mais à chaque fois qu'il y a une équipe réduite à 10, elle fait des bons résultats. Est-ce que c'est parce que l'équipe adverse s'endort un petit peu et la joue un peu trop facile? Franchement, c'est intéressant de voir ça. Donc, je voulais souligner ça. Moi, ça m'a marqué en tout cas de voir que les équipes réduites à 10 cartonnent, réussissent bien en Ligue 2. C'est vrai, peut-être que des équipes vont d'ailleurs commencer leur match à 10 maintenant. Peut-être que ça, dès le coup d'envoi. Ça peut être un plan, peut-être pour certains. Le Havre a essayé en début de saison, mais ça leur a pas trop réussi. Par contre, c'est vrai. C'est vrai que le Havre, pour le coup, c'est le contre-exemple parfait. Ouais.
Très bien. Et ben maintenant, on passe à Laurent. Laurent, qu'est-ce que tu as retenu comme fait marquant sur cette 10e journée? Eh ben moi, c'est la défense de Sochaux qui prend l'eau. Plus généralement, j'ai envie de dire un passage à vide de Sochaux qui en a eu un l'an passé. Un mois plus tard, cette année, la crise automnale a pris un peu d'avance du côté du FC SM. Sochaux était la dernière équipe invaincue, si je ne me trompe pas, en Ligue 2 avant la réception d'Amiens il y a 2 semaines. Et puis patatras, défaite contre Amiens, nouveau match nul 0-0 à Guingamp la semaine dernière après celui concédé à Valenciennes. Défaite face à Niort, 4-3 à Bonnat après avoir été mené 4-1. Qu'est-ce qui se passe du côté de Sochaux, qui était une équipe qui me faisait bonne impression, avec un recrutement très intelligent, des joueurs au profil expérimenté. Ouais, ça me laisse pantois, ça me laisse sans voix. J'espère qu'il y aura une réaction après la trêve du côté de Châteauroux, mais en attendant, ça fait un petit peu tâche. C'est 4 buts pris, c'est 4 matchs sans victoire. Donc voilà, pour le côté sportif. Et puis je voulais aussi qu'on souligne, et c'est rarissime, mais c'est encore plus beau quand ça vient d'un joueur de Ligue 2, de seconde zone, si on peut appeler ça, qui n'a pas des revenus très important. Brian Soumaré a lancé donc une initiative très intéressante lundi soir pour venir en aide aux familles, aux personnes dans le besoin pendant cette crise, en proposant des aliments, de la nourriture, des objets, bref, pour les familles. Et initiative qui a connu un très grand succès. Il vient de lancer ce mardi une cagnotte Litchi qui va permettre aussi au plus grand nombre de participer. Donc voilà, je voulais qu'on souligne, parce que la Ligue 2, c'est faire de très très belles choses. Sochaux, c'est faire de très belles choses, et je n'en doute pas un instant que le club a suivi avec la plus grande joie l'initiative personnelle de Brian. Voilà, j'espère que ça en inspirera d'autres, et notamment ceux qui gagnent beaucoup, qui, voilà, dans cette période-là, je pense que c'est ce qu'on a vraiment besoin. C'est vrai, très belle initiative du joueur sochalien. Tu as raison de le souligner, Laurent. Merci, messieurs, pour ces faits marquants. Et puis, on va passer maintenant à notre invité du jour. Et on accueille tout de suite le meilleur buteur de cette Ligue 2, qui vient d'être élu joueur du mois sur maligue2.fr par les journalistes et les lecteurs du site, Mickaël Le Bihan. Mickaël, merci de nous rejoindre pour ce podcast de Ma Ligue 2, et félicitations pour ce titre de joueur du mois. Merci, c'est gentil, merci à vous. Alors, Mickaël, avant de revenir sur ton superbe mois d'octobre, tu as marqué 6 buts, 6 de tes 8 buts durant ce mois. Un petit mot déjà sur le match de ce week-end, la victoire face à Amiens. La GIAC a enfin enchaîné 3 matchs consécutifs sans défaite, dont 2 victoires, et qui vous replace dans le top 6. On imagine que c'est le soulagement avant la trêve internationale. Exactement. Après un nul à Rodez, on avait vraiment à cœur de gagner ce match-là, en plus à domicile. Donc, c'est très important de gagner les matchs à domicile. On l'a fait ce week-end. Avec la manière, on a fait une très bonne première mi-temps. Donc voilà, c'est 3 bons points très importants avant la trêve. La GIA était une équipe très irrégulière depuis le début de saison. Une victoire, une défaite, une victoire, une défaite à chaque fois. Ça vous pesait dans les têtes? Ouais, bien sûr, c'est compliqué. On sait que voilà, on a tous pour objectif d'accrocher le podium, d'accrocher le haut du tableau. Donc, pour faire ça, voilà, il faut aller chercher une série, il faut faire une bonne série même. Donc, on avait du mal à le faire jusqu'à présent. Et là, on reste sur 3 matchs sans défaite. Donc, c'est très bien. Là, la première mi-temps face à Amiens, notamment, vous avez été vraiment excellent collectivement. Tu penses que c'est le match référence de la GIA cette année? En plus, c'est un adversaire solide normalement. C'était la meilleure défense du championnat. Oui, c'est ça. On savait que voilà, ils sont très costauds défensivement. Ils avaient pris que 4 buts, si je ne dis pas de bêtises. Ils avaient pris que 4 buts. Donc, c'était important pour nous voilà, de gagner ce match, comme je l'ai dit. Et on a fait une très bonne première mi-temps. Voilà, faut qu'on continue comme ça, parce qu'on a un très gros match au PFC après la trêve. Ouais, justement, Mickaël, le déclic pour toi sur le plan personnel, c'est un peu le match de 3 où tu avais réussi à trouver le chemin défilé. Derrière, ça a enchaîné.
on te sent totalement en confiance là dans cette équipe. Voilà, tout va bien en ce moment pour toi. Oui, ça va, ouais, tout va bien, tout va mieux. C'est vrai qu'on en a parlé beaucoup avec le coach. Je lui disais que je me sentais beaucoup isolé devant, que j'étais trop seul. Je sortais des matchs des fois avec 0 tir, donc pour un attaquant, c'est frustrant. Et voilà, c'est vrai que cette année, on joue avec un 6 et 2-8 ou 2-10, ça dépend comment vous voyez la chose. Mais voilà, c'est vrai que les Hamza, Mati sont beaucoup plus hauts, donc je suis beaucoup moins isolé. Et c'est plus facile pour moi de se procurer des occasions. Et c'est vrai qu'en plus, j'ai la chance de les mettre. Donc, c'est très bien pour l'équipe et pour moi. Et Justement. ouais, Vas-y, pardon, Dorian. excuse-moi, là, j'allais enchaîner avec ce qui nous avait marqué avec Alex aussi, c'était ton discours après ton triplé où tu avais inscrit, où tu disais que tu n'étais pas forcément satisfait de ta prestation alors que tu mettais 3 buts. Bon, non, mais ça prouve que voilà, tu es à l'image de l'équipe, tu cherches à faire mieux toujours cette saison. On attend beaucoup de la JOCR, qui est un club historique que chaque année on a envie de voir au moins dans le top 5. Voilà, ça montre aussi cette ambition personnelle et collective cette saison. Ouais, c'est ça, exactement. J'étais très content d'avoir mis un triplé, surtout que c'était le premier de ma carrière. Mais c'est vrai que dans le jeu, je m'étais trouvé vraiment pas bon. Et je pense que l'attaquant moderne, maintenant, c'est ça, c'est mettre des buts et participer au jeu. Donc voilà, j'aime bien sortir de mon match en étant bon sur le terrain et puis en marquant des buts. Donc voilà, ce soir-là, j'ai marqué des buts, mais bon, on oublie la mauvaise prestation vu que, vu que j'ai mis triplé. Donc c'est la chance qu'on a d'être attaquant aussi. Ça peut nous sauver un match entier de marquer un but. Et justement, tu parlais dans ta réponse précédente du système mis en place par Jean-Marc Furlan. On sait qu'il aime bien changer. Depuis le début de saison, il a alterné plusieurs systèmes. Là, tu penses qu'avec ce 4-1-4-1, avec toi en pointe et Hamza Saki et Mathias Autré derrière toi, vous avez trouvé le système que vous ne lâcherez plus, là où vous exploitez le mieux vos qualités, notamment offensives? Voilà, c'est ça. Offensivement, c'est sûr que nous, les offensifs, on préfère ce système parce qu'on trouve qu'on est beaucoup plus dangereux. On a beaucoup plus de situations. L'année dernière, certes, on avait le ballon, ça jouait au ballon, mais au final, on n'était pas dangereux. Donc, on se faisait avoir en contre et on perdait les matchs 1-0, 2-1. Donc, c'était compliqué. Là, je trouve que voilà, on a beaucoup plus de situations. Donc, forcément, c'est plus facile pour marquer. Maintenant, c'est sûr que défensivement, bah, voilà, on est plus exposé aussi. Donc ça, c'est au coach de voir. Je pense qu'il y a certains matchs, il va vouloir repasser à 2-6, certains matchs où il va vouloir repasser à 2-8 ou 2-10. Donc voilà, ça, je pense que c'est vraiment le coach qui décidera en fonction de l'adversaire, je pense. C'est vrai que tu parlais défensivement, vous avez 18 buts marqués, mais 14 encaissés déjà. Je crois que vous êtes la 4e ou 5e pire défense, entre guillemets, là, depuis le début de saison. On sait que le coach, lui, ça l'embête pas de gagner un match 3-2, par exemple, ou 2-1, il le répète beaucoup. Mais pour toi qui es attaquant, je suppose que voilà, c'est tout bénef d'avoir un coach qui prône plutôt le jeu offensif. On connaît Jean-Marc Furlan, mais est-ce qu'il va quand même peut-être falloir essayer je pense par exemple au match de Rodez où vous faites 2-2, c'est pas évident de marquer toujours 3 buts pour s'imposer non plus à l'extérieur. En plus va falloir trouver le bon équilibre. Oui, bien sûr, c'est ça. Le souci je compare beaucoup à l'année dernière parce que je trouve qu'on avait un très bon effectif l'année dernière, mais c'est vrai qu'on se trouvait pas spécialement bien. Et c'est vrai que là, cette année, on prend des buts, mais avec ce dispositif, on sait qu'on va avoir les situations. Donc voilà, on panique pas. C'est vrai que à Rodez, on prend le premier but, on arrive à égaliser, on reprend le deuxième, on réégalise malgré que je rate un penalty. Donc c'est vrai qu'on aurait pu flancher. Et en fait, non, on a eu encore des situations pour revenir au score et voire même gagner le match. Donc, comme dit le coach, maintenant, si on prend un but, ben voilà, faut en marquer 2 et c'est le plus important. Et c'est vrai que quand on est offensif avec lui, ben, c'est un régal. Laurent, ouais. Ouais, bonjour Michael. J'avais une petite question par rapport, pas cette année forcément, mais aujourd'hui tu marches sur l'eau, tu as retrouvé tes sensations de buteur, d'attaquant. Est-ce que tu t'imaginais il y a 2 ans retrouver justement ce plaisir de marquer, ce plaisir de jouer et d'être performant surtout? Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, tu as donné un entretien très émouvant du côté de chez nos confrères de Be In Sport hier. Où tu expliquais notamment que il y a 2 ans, quand tu étais sur Nice, on te disait de te faire réopérer du genou
tu n'aurais pas eu la force de revenir si ça avait dû être le cas. Voilà, tu étais au fond du trou, je ne dirais peut-être pas ça. En tout cas, tu l'écriras sûrement mieux que moi, mais il y a 2 ans, tu t'attendais pas à pouvoir revivre ça. Non, ouais, pas du tout. Franchement, voilà, l'expression au fond du trou, je pense que c'était vraiment le cas. J'étais vraiment, voilà, j'étais en dépression, je sortais plus de chez moi, j'ai eu vraiment une période très difficile. Et c'est vrai qu'il y a 2 ans, même quand j'ai repris, voilà, sur le terrain, bah, je voyais que j'avais plus du tout les mêmes sensations, que je mettais 10 ans à démarrer, que je mettais 1 heure à me retourner. Voilà, c'est des choses que quand on reprend, on se dit, bah, c'est le début, c'est normal, on vient de reprendre et au fur et à mesure, bah, on voit qu'on récupère pas les sensations. Et c'est vrai que quand j'ai signé à la GIA, le coach m'a dit, ne pense pas que cette année tu vas faire une bonne saison, tu vas mettre 1 an pour retrouver tes sensations. Et moi, je lui disais oui, 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 mais bon, dans le vestiaire, je me disais au bout de 2 mois, voilà, si tu joues fréquemment, si tu joues tous les matchs, au bout de 2 mois, tu les retrouves. Et en fait, pas du tout. C'est vrai que l'année dernière, j'ai mis énormément de temps à retrouver ces sensations. J'ai fait un gros travail pendant le confinement, un gros travail pendant les vacances. Et voilà, là, je reviens. Et c'est vrai que je reviens de mieux en mieux. Pas encore à 100%, certes, mais voilà, c'est vrai qu'au démarrage, je me sens plus rapide. J'arrive plus voilà, sur les premiers appuis à démarrer plus vite. Et c'est ce que je recherchais vraiment de retrouver. Alors, entre ta période du Havre, il y a 5 ans, tu as fini meilleur buteur, et celle d'aujourd'hui, tu as vieilli, ça c'est sûr. Mais est-ce que tu te sens aujourd'hui plus fort? Si oui, sur quel domaine? Ou pas totalement le même joueur, mais tu as perdu peut-être sur certains points, tu as gagné sur d'autres. Voilà. Où est-ce que tu en es? Où est-ce que tu penses que tu en es toi? Déjà, mentalement, je me sens beaucoup plus fort, forcément. Et je prends plaisir. Je prends plaisir à chaque fois que je me lève pour aller m'entraîner. Voilà, il n'y a pas un matin, je me réveille en me disant, voilà, il y a entraînement, c'est chiant. Pas du tout. C'est un plaisir. Je me rends compte que on fait le plus beau métier du monde. Et c'est vrai que dans mon malheur, bah voilà, j'ai eu quand même, j'ai ce bonheur voilà, de me rendre compte que c'est beau ce qu'on fait. Donc, je prends vraiment plaisir chaque matin et ça, c'est très important. Donc, forcément, sur le terrain, ça se ressent quand on a repris confiance, quand on a confiance en nous. Ben voilà, c'est vrai que c'est différent sur le terrain. On tente des choses et contrairement à avant, elles réussissent. Du coup, aujourd'hui, tu as connu la Ligue 1, c'était un peu ton rêve. Est-ce qu'à l'heure actuelle, tu as une envie, c'est de regoûter à cette Ligue 1 dans des conditions hautes, enfin, en jouant sûrement plus, en marquant plus, voilà, dans un autre contexte? Oui, forcément, bah, la Ligue 1, c'est l'élite. C'est vraiment, voilà, c'est le haut du niveau en France. Donc, quand on est footballeur, on veut jouer au haut niveau. C'est vrai que quand on goûte à cette Ligue 1 avec voilà, ces stades remplis, bon, forcément, là, malheureusement, on est à huis clos, on est en période compliquée. Mais c'est vrai que voilà, quand tout va bien et qu'on a ces stades remplis, c'est vraiment autre chose. C'est un autre niveau. On rencontre de super joueurs, de superbes équipes. Et c'est vrai que oui, bien sûr, quand on est joueur, on a envie de retrouver ces sensations. Pardon. Tu as été coaché à Nice, notamment par Lucien Favre, qui a fait un passage marquant en France. C'est pareil, c'était un entraîneur qui prenait énormément le jeu. Est-ce que tu trouves quelques similitudes avec Jean-Marc Furlan, par exemple, dans la façon d'utiliser le ballon ou à l'entraînement au quotidien? Est-ce que tu t'es retrouvé, voilà, tu as choisi aussi pour Jean-Marc Furlan quelque part? Oui, bah, complètement. Le coach, il le sait. C'est vrai, on s'était eu au téléphone. Voilà, moi, comme je l'ai dit, hein, son jeu offensif, voilà, une équipe qui joue au ballon. On sait maintenant que les matchs de Ligue 2 sont compliqués. Il y a pas mal d'équipes qui jouent à 5 derrière, qui attendent de jouer en contre. Et c'est vrai que moi, je voulais pas rebondir dans une équipe comme ça. J'ai eu la chance voilà, de rebondir dans une équipe qui essaye de jouer au ballon. À l'entraînement, on se régale, c'est que du jeu. Voilà, quand on est offensif, comme je l'ai dit, avec le coach, c'est vraiment super. Et voilà, franchement, c'est vrai que c'est un très bon coach. Et comme le coach Favre, voilà, c'est deux coachs qui vivent pour le foot, qui donneraient leur vie pour le foot, oui. Et Mickaël, justement, tu es en fin de contrat à l'issue de cette saison. Tu vas être un peu à la croisée des chemins, tu as 30 ans. Qu'est-ce que tu vas privilégier? L'aspect sportif, le fait de prendre du plaisir avec Jean-Marc Furlan et rester à Auxerre, tenter de retrouver un autre club de Ligue 1 si jamais la GIA monte pas. Quelle va être tes pistes de réflexion?
Bah, pour l'instant, c'est vrai que j'y pense pas trop parce que je sais, j'ai quand même eu cette expérience et je sais que voilà, être meilleur buteur à la 10e journée, ben, on s'en fout un peu entre guillemets. Le plus important, c'est d'y être à la fin de saison, au dernier match. Donc voilà, et puis après, ben, on verra bien. Forcément, j'ai eu 4 dernières années gâchées par les blessures. Donc j'ai encore cette envie de retrouver un challenge, d'avoir ce côté sportif. Donc mon objectif premier, forcément, c'est de monter avec Agir. Bah, écoute, merci Michael pour J'avais cette une interview. une petite Vas-y Laurent, question vas-y. juste. Oui. Michael, tu as de la chance quand même à Auxerre d'avoir des passeurs hors pair. Kevin Fortuné qui a terminé déjà meilleur passeur de Ligue 2. Mathias Autrette qui a une technique quand même exceptionnelle. Hamza Saki. Allez, quel passeur tu préfères? Franchement, c'est compliqué parce que c'est compliqué parce que c'est vrai que les trois me mettent en condition parfaite. Là, encore samedi, Mathis m'en met une où je rate mon contrôle, mais si je la réussis, je suis face au but. Hamza me met un ballon, je suis face au but, je dois frapper et je centre. Kev à Guingamp me met une galette et j'arrive pas à la prendre de la tête. Franchement, c'est vrai que les trois, en dehors du terrain, je m'entends le mieux avec Mathis. Voilà, on passe énormément de temps ensemble avec Mathis et Quentin Bernard. Donc Ouais. voilà, hors du terrain, c'est Mathis où je suis plus proche. Mais sur le terrain, voilà, vraiment, on est proche avec tout le monde. Je pense que c'est la force de notre groupe. Tout le monde s'entend bien, que ce soit les anciens, les plus jeunes. C'est vrai voilà, on s'entend très bien. Et sur le terrain, bah, j'ai pas de préférence. Ouais. Tant que je marque, je m'en fous. Je m'en Il me fous de semble la que c'est terrain. Hamza qui t'a délivré le plus de passes D depuis le Ouais, début de la saison. Voilà. Meilleur passeur, meilleur ouais, je passeur. pense. Meilleur Ouais, passeur de Ligue exact, 2. exact. Ouais. 6 passes déjà. Merci beaucoup. Pas de Eh ben, souci. Michael, merci beaucoup de nous avoir accordé un petit peu de temps et encore bravo pour ce Merci à vous. trophée de joueur du mois d'octobre de ma Ligue C'est 2. On te souhaite gentil, merci beaucoup. une Merci, bonne Michael. continuation cette saison et encore plein de buts. Merci. Merci beaucoup, c'est À gentil, très merci. vite. Merci. À Salut, bientôt. Michael. Merci, au revoir. Et après avoir parlé du haut de tableau avec Michael Le Bihan, on va descendre dans le classement et descendre assez bas pour parler maintenant de la Berrichonne de Châteauroux. Dans ce premier sujet de notre petit tour d'actu, messieurs, la crise à la Berrichonne, battue à domicile 3-0 par Pau et qui s'enfonce à la 19e place. Alors pour en parler, on accueille un journaliste spécialiste de la Berry qui souffre beaucoup en ce moment, qui souffre dans son petit cœur, Sébastien Zerboni. Salut Bastien. Salut Alexandre. Bon, tu vas bien? Mieux que la Berrichonne? Ah oui, c'est pas difficile, mais oui, complètement. Alors, dis-nous un peu comment la Berrichonne en est arrivée là, après une défaite qui va faire très mal à domicile contre un concurrent direct pour le maintien. En fait, j'ai l'impression que ce club, il a complètement besoin de se réveiller. C'est-à-dire que il y a tout un tas de symptômes qui couvrent depuis un peu plus d'1 an maintenant. Il s'est passé des choses. Par exemple, il y a eu l'épisode de la reprise avortée cet été. Il y a eu l'épisode de Jérôme Leroy qui finalement part et puis finalement on nous dit non, il s'occupe de plusieurs dossiers du recrutement cet été. La reprise, on a senti des dirigeants qui étaient très accrochés à leur siège, quitte à laisser passer des offres qui paraissaient intéressantes. Ils pensaient que ça passerait, finalement auprès de pas mal de supporters, ça passe pas du tout. Il y a des décisions un peu surprenantes aussi. Par exemple, la saison dernière, il y avait quand même beaucoup de problèmes offensifs et ils décident de pas prolonger Cheikh Fantamadi Diarra en attaque, qui est un attaquant qui, ok, pas forcément ultra droit devant le but, mais qui avait un vrai rôle important, notamment dans le jeu la saison dernière. Et au final, il n'y a eu aucun recrutement offensif. Et ils sont allés prêter aussi Andrew Young en national et il cartonne, il est meilleur buteur de national actuellement. Et t'as vendu Aïssem Assam aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Et Massan est parti. Donc, déjà offensivement l'an dernier c'était pas exceptionnel, mais en plus c'est affaibli. Et, et donc à côté de ça, en plus il y a, je sais pas, peut-être que les joueurs ont baissé les bras, mais j'ai vu Nicolas Usaï après le match là contre Pau qui a parlé d'un état de somnolence du côté des joueurs et c'est juste pas normal. Tu joues un match crucial pour le maintien comme ça, tu peux pas être en état de somnolence avant un match comme ça, quoi. Donc, il y a tout un tas de choses. En plus, il y a une grosse tuile qui est tombée, c'est que Shaker à la dure s'est fait les croisés. Mais en fait, de toute façon, contre Pau, ce que Nicolas Usaï disait, c'est ressenti dans la mesure où on a vu beaucoup de... Enfin,
trop peu de joueurs qui sentaient mener la révolte. Moi, j'en ai vu que 2, c'était Romain Grand, Jérémy Moulumba, qui sont les 2 joueurs à peu près au niveau cette saison avec Julien Fabry. Mais bon, le problème, c'est qu'il est un peu livré à lui-même avec la défense. Mais en soi, l'effectif n'est pas si catastrophique que ça, mais je sais pas, on a l'impression qu'ils se rendent pas compte du danger qui guette le club en fait. Justement, tu parlais de Nicolas Usaï, il y a une 19e place, il y a une trêve internationale. On sait que forcément, sa situation doit être un petit peu précaire. Est-ce que tu penses que Nicolas Usaï va être démis de ses fonctions? Est-ce que tu penses qu'il doit être démis de ses fonctions pour justement sortir un peu l'équipe de cet état de somnolence dont tu parlais? Alors, je suis pas sûr qu'il soit tant en danger parce qu'il a vraiment une très bonne cote auprès des dirigeants. Je me souviens de Michel Denisot l'an dernier qui avait dit que c'était l'un des meilleurs entraîneurs qu'il avait eu au club. Donc, je le vois pas trop se désavouer comme ça quelques mois plus tard. Après, j'ai du mal à me prononcer sur est-ce qu'il faut le virer ou pas parce que, en fait, oui, il y a d'un côté, il apparaît clairement sans solution. Justement, je parlais au niveau offensif, il a à peu près tout essayé cette saison. Il a essayé toutes les formules possibles et imaginables. Là, contre Pau, c'était le jeune Cyril Doucouré qui a 18 ans, qui était titulaire en pointe. Tout le monde y est passé. Il a essayé à peu près tout le monde en pointe. Vraiment, il apparaît sans solution au niveau offensif. Après, le problème, c'est est-ce qu'il y aurait aujourd'hui quelqu'un de disponible qui serait capable d'y arriver? Je ne sais pas. Vraiment, c'est un peu un mystère, cette équipe, cette saison. Sur le plan offensif, Bastien, il y avait un joueur qui semblait quand même avoir fait ses preuves l'année dernière, c'était Elias Chouaref. Tu peux nous en parler justement sur son début de saison? Là, je crois qu'il n'a pas marqué encore cette année. Non, il n'a pas marqué. Il a fait une passe décisive, c'était contre Niort. Le problème, c'est que comme il y a très peu de liens entre le milieu et l'attaque, il se retrouve obligé de devoir descendre très bas pour aller chercher les ballons. Il fait d'ailleurs des très belles sorties de balles et tout, des fois pour lancer des contre-attaques. Mais le problème, c'est qu'il se retrouve trop bas, il est pas aux avant-postes et il pèse pas assez dans le jeu offensif parce qu'il est obligé de descendre trop bas en fait. Et c'est un problème de jeu en général et c'est pas le plus mauvais cette saison. Mais oui, normalement, statistiquement, on doit s'attendre à mieux de sa part, ça c'est sûr. C'est vrai que le constat il est forcément plutôt négatif avec cette 19e place et ces résultats négatifs. Mais quand même pour amener un peu d'optimisme, quels sont selon toi les leviers qui te font croire à un maintien de la Berry et que ça peut tourner? Quelles sont quand même les forces de cette équipe de Châteauroux dans les quelques bons matchs qu'on a pu voir quand même de temps en temps depuis la reprise? Déjà, il y a un point qui me rassure, c'est que sur un aspect fondamental comme les coups de pied arrêtés avec justement Granger Moulumba dont je parlais tout à l'heure, il y a déjà moyen d'aller chercher des points comme ça a été fait déjà plusieurs fois cette saison. Après, peut-être qu'on va voir aussi les retours de blessures. Le club a été très touché par le Covid. Là, ça revient au fur et à mesure. Donc, peut-être que ça va aller mieux, notamment Amir Nouri, qui avait pas mal débuté la saison, qui là va revenir. Après, on va voir comment ça va se remobiliser après la trêve internationale. Peut-être que des joueurs, il y avait des joueurs un peu en manque de rythme. Par exemple, je vois Christopher Opéry qui était très très bon la saison dernière et qui là évolue clairement un cran en dessous. C'est pareil. Est-ce que c'est pas lié aussi à un départ potentiellement avorté? Parce que Nicolas Usaï, je l'avais eu en pré-saison, c'était le premier à dire que Opéry, justement, avec sa très belle saison, il devrait partir dans un club plus ambitieux ou voire même en Ligue 1 et que finalement, il était toujours là. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu de déception, tu vois, de son côté et que c'est le temps de digérer un peu, tu vois, de se replonger dans cette nouvelle saison en Ligue 2, quoi? C'est possible, surtout que justement, je parlais de Jérôme Leroy tout à l'heure. Il avait clairement comme mission de négocier le départ de Christopher Opéry. Normalement, ça devait être à Saint-Étienne. Donc, oui, je pense que ça a dû lui mettre un coup aussi. On sait qu'il va partir probablement cet été puisqu'il est en fin de contrat. Donc, je pense qu'il y a un peu de ça aussi justement pour lui. Peut-être qu'on parlait d'Ilias Chouaref avant. C'est pareil, Ilias Chouaref était convoité un peu partout. Peut-être que ça n'a pas aidé non plus aussi. L'effectif, on a eu quand même Moulumba qui était annoncé, c'est pareil en Grèce. Il y a eu beaucoup de rumeurs de transfert autour de l'effectif. Ça n'a peut-être pas aidé non plus, oui.
c'est pas une excuse, mais c'est vrai que pour certains joueurs, sur des rendements individuels, ça peut jouer aussi, oui. Après, si on. Ouais, Vas-y, vas-y, Philippe. Alex. Vas-y, Non, Philippe. si on veut positiver, on peut aussi voir le côté. À part contre Pau, Châteauroux finalement a jamais pris de branlée cette saison. Ouais, mais Ouais. à Chambly, en ce qu'on dit, elle a fait mal aussi celle-là. Contre Oui, Chambly, en fait, c'est des défaites qui font mal, même contre Nancy. Contre Nancy, tu Ouais. perds 2-1 alors que tu mènes 1-0. Et puis, Encore un but il y a d'écart. des scénarios, mais ils n'ont pas été non plus ridicules. Non, c'est vrai. Ça Non, fait non, pas il y a pas eu 3-4 matchs Ouais. qui sont dans le dur. Là, c'est vrai que Pau, ça fait mal, ça fait une grosse claque parce que si tu joues Pau, on peut aussi se dire, bah voilà, si on regarde vers l'avant, tu vas recevoir Sochaux qui est peut-être aussi malade que Châteauroux, et tu vas aussi avoir derrière un match contre Caen, Dunkerque. Enfin, c'est vrai qu'il y a moyen de se relancer en fait avant la trêve de décembre. oui, c'est ce que je me dis aussi, c'est que justement Sochaux, ça va être un match entre deux équipes qui vont pas bien. C'est vrai que le match contre Chambly fait presque au moins aussi mal que celui contre Pau parce que il est vraiment imperdable celui-ci. Enfin, quand je parlais tout à l'heure de somnolence et tout d'équipes qui étaient endormies, contre Chambly, c'était ça, c'est-à-dire qu'il y a eu 45 minutes qui étaient tout à fait intéressantes et tout, avec une ouverture du score, des occasions même d'en mettre un autre. Et en deuxième mi-temps, ils ont totalement arrêté de jouer en fait. Et Nancy, c'est pareil, à 1-0, ils ont totalement déjoué. Et cette équipe peut être très bonne par séquence et par moment peut lâcher complètement. Et elle est totalement imprévisible en fait. Et justement, Philippe t'en parlait, là, il y a quand même un calendrier qui arrive qui est contre des supposées grosses équipes, c'est-à-dire Sochaux, Caen, Grenoble, il y aura Toulouse aussi dans les 5 prochaines journées. Est-ce que c'est finalement des adversaires qui peuvent un peu mieux convenir à Châteauroux? Parce qu'on voit contre les équipes, entre guillemets, qui jouent leur championnat, contre le championnat du maintien, c'est difficile. J'ai l'impression que Châteauroux craque un peu, même mentalement. Est-ce que contre des plus grosses équipes où tu n'as finalement pas grand-chose à perdre, ça peut mieux convenir pour relancer ce groupe un peu marqué? C'est vrai que, en général, Châteauroux a toujours bien aimé faire des performances comme ça contre les gros. C'est historique, ça fait 20 ans que je suis ce club, ça a toujours été comme ça. Et par exemple, la saison dernière, tu perds à domicile déjà contre Chambly, contre Niort, et tu t'en vas gagner au Havre, tu vas taper Caen, des équipes comme ça. Donc c'est un coup à jouer. C'est pareil, le match au Havre qui était supposé perdu vu la différence de niveau entre les deux équipes, finalement, ça va arracher un nul encourageant avec même des occasions d'aller remporter le match. Donc, quand par exemple chez elle, ça c'est typiquement le genre de match face à un adversaire qui pourrait convenir. Ok, en tout cas, on le souhaite pour la Berrichonne, pour tous ses supporters et pour toi, Bastien, pour que ton moral remonte un peu. Merci d'avoir été avec nous pour évoquer l'actualité de Châteauroux et à bientôt sur Ma Ligue 2. Merci, c'était Bastien. un plaisir. Au-delà de la déroute de Châteauroux, cette journée de Ligue 2, elle a surtout été marquée par un festival de buts, 34 en tout, dont 4 inscrits par le seul Geoffrey Cuffot lors de la victoire valenciennoise à Toulouse 5-4. Alors, à vous de vous entendre, messieurs, sur cette super performance. Je vais vous donner juste quelques stats pêle-mêle, comme on dit. C'est le premier quadruplé en Ligue 2 depuis Habib Diallo avec Metz en 2018. C'était face à Orléans. Geoffrey Cuffot, avant cette rencontre face à Toulouse, c'était 286 matchs cumulés en Ligue 1 et en Ligue 2. Il n'avait marqué que 9 fois. Donc, il a inscrit en tout 36% de ses buts en Ligue 1, Ligue 2 lors de cette rencontre. Et puis, une dernière petite stat, le dernier joueur qui avait inscrit un quadruplé contre Toulouse, c'était le Canois Bernard Brogini. Seul Philippe s'en souvient parce qu'il était déjà au stade. Donc, voilà, messieurs, qu'est-ce que vous avez pensé de ce quadruplé? Comment vous l'avez vécu? C'était complètement fou. À chaque fois que Cuffot tirait, quasiment, il y avait but. C'était incroyable. Moi, j'étais à Dunkerque. Moi, samedi, j'ai été voir Dunkerque Paris FC. Et en fait, j'avais Jean Baumel, le commentateur de RMC, qui commentait Dunkerque Paris pour RMC et qui, du coup, écoutait le multiplex dans son casque sur RMC. Et donc, c'est lui qui nous alertait à chaque fois 1-0 Toulouse, 2-0 Toulouse. On se dit, oula, Valenciennes, ils sont partis pour vivre une mauvaise soirée. Après 2-1, 2-2. Bon, voilà. Deuxième but de Cuffot, ça arrive, hein, et il a le droit de marquer. Après, c'était incroyable. Oh, Cuffot doublé, Cuffot triplé, Cuffot quadruplé. Alors, moi, franchement, j'y croyais même pas. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce match qui finit à 5-4? Voilà, moi, je l'ai vécu comme ça, et franchement, c'était incroyable en tribune de presse, voilà, avec tous les autres journalistes. On écoutait ce que disait Jean, qui était juste derrière, et c'était incroyable. Et vous, messieurs, devant votre télé, vous allez être levé du canapé?
Non, bah en fait, c'était dur parce que ça... Moi, j'étais sur le live Twitter, donc ça. Je pensais qu'il allait dire c'était dur, j'étais sur une chaise. Non. Non, mais ce qui était fou samedi, c'est que je crois que j'ai dû balancer 32 tweets que de buts, plus les cartons rouges et tout. En fait, en gros, je faisais un tweet, il y avait un tweet qui se terminait, j'en avais un nouveau qui partait tellement il se passait des choses. Donc c'est super. Et entre deux, donc il y avait ces buts de Kufo. Alors je me souviens plus du premier, mais les 2 coups francs, franchement, sont incroyables. Les mêmes. Parce que c'est les mêmes. En fait, ça m'a fait penser un peu, vous savez, au tennis quand on avait le match Isner-Mahut où les mecs à la fin ils servaient des aces mais normal quoi. Enfin, ils étaient hyper décontractés et tout. Et là, Kufo, tu vois le coup franc, tu te dis bon ok, il va tirer, il va la mettre quoi. Et il était hyper décontracté, sûr de lui, la frappe parfaite. Et il y a un autre but où pareil, il y a beaucoup de rage, je trouve, dans sa manière. C'est il est à la réception du coup franc. Il se jette, enfin tu vois les Toulousains qui le regardent et lui il a tellement la rage, il a tellement envie, enfin tu sentais qu'il était mais comme possédé sur ce match-là. Alors il y a l'histoire du brassard, tout ça, mais ouais franchement c'était fabuleux à voir parce que tu sentais que que ça n'arrivera qu'une fois, mais c'est génial à vivre. Ouais, là, je pense qu'il pouvait tirer du parking, ça c'est clair. quand même. Là, c'est il a eu un but refusé, incroyable. Il a eu un but refusé. Ouais. Non, mais c'est totalement fou. Et, bah, bon, après, je pense que j'y suis aussi un peu pour quelque chose, parce qu'à 2-0 pour Toulouse, je mets que VA, il faudra quand même revoir certaines choses et que la réception de Rodez sera déterminante. Et ben voilà, c'est une réponse, encore une, mais c'est très bien pour VA, c'est très bien. Et je pense que c'est un match qui pouvait partir n'importe où, en fait. C'est ce genre de match où tu tombes dans l'irrationnel, où tu contrôles rien, qu'il faut marquer un quadruplé, mais n'importe qui finalement aurait peut-être pu faire ça. Enfin voilà, c'est le destin, c'est très très beau et ça fait de la très belle pub pour la Ligue 2. Surtout, ça fait plaisir pour Geoffrey Kufo parce que c'est un super mec. Honnêtement, c'est un super mec. Nous on le suit depuis Nancy, du coup, depuis de longues saisons. Un super mec, super état d'esprit. Là, il a su se reconvertir. Là, il était revenu latéral droit, mais il peut aussi dépanner dans l'axe maintenant. Enfin, franchement, ça fait plaisir de voir des joueurs récompensés comme ça et qu'il en profite bien. C'est sûr que ça risque d'arriver qu'une fois dans sa carrière, mais il aura marqué la Ligue 2. On s'en souviendra, je pense, très longtemps et ce sera dans les. C'est seulement le 12e joueur depuis 1994, l'instauration de la poule unique, à réaliser un quadruplé, donc et sans doute le premier défenseur de l'histoire à le faire. Ouais, je pense. Donc franchement, c'est cool pour lui de le voir récompensé. Autre sujet, messieurs, qui fait l'actualité de cette Ligue 2, un petit peu moins enthousiasmant, enfin en tout cas ça dépend de quel côté on se place. Un sujet qui fait débat, c'est Vincent Labrune, le nouveau président de l'LFP, qui a remis sur la table la possibilité d'une Ligue 1 et d'une Ligue 2 à 18 clubs. Alors c'est loin d'être fait, il y a des partisans, il y a des contre. Vous messieurs, quel est votre avis sur ce serpent de mer qui revient un petit peu régulièrement ? Personne veut si, je vais y aller, parce que comme il n'y a personne qui y va, mais non, la Ligue 1 18, sincèrement, j'ai pas d'idée. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que ça ramènera plus de compétitivité, j'en sais rien. Je pense que c'est plus profond, c'est la philosophie générale à changer, c'est peut-être aussi tout simplement le talent des joueurs, voilà. Mais donc je sais pas si ça améliorera drastiquement le championnat de France de Ligue 1, peut-être pour 3-4 clubs qui disputent les Coupes d'Europe, peut-être, mais alors pour le reste, il y aura moins de matchs, moins de dates. Donc voilà, quand on entend beaucoup de joueurs qui disent « moi je préfère jouer qu'à m'entraîner », bon, je ne sais pas si c'est forcément mieux. Après, pour la Ligue 2, les conséquences risquent d'être terribles si ça se faisait, parce que je doute que la volonté de la Ligue, ce soit de laisser deux monter un barrage pour aller en L1. Je pense que par ce biais-là, la Ligue profitera pour réduire au moins à 2 descentes sans barrage, sans rien, les 2 derniers justement de Ligue 1. Donc ça lésera encore plus la Ligue 2, ça anéantira de plus en plus les chances de monter. Et c'est dommage. Donc, j'aime bien les positions, par contre, de certains présidents, certains directeurs sportifs. Ce matin, je lisais Grégory Lorenzi, nos confrères de l'équipe, qui avait une pensée justement pour la Ligue 2. Il savait d'où il venait et il se disait que ce serait pas si facile et que si on faisait une Ligue 1 à 18 clubs, il faudrait faire une Ligue 2 à 18 clubs. Mais là, encore, il y aurait énormément moins de matchs. Donc, voilà. Moi, pour rebondir sur ça, je ne suis pas forcément contre une Ligue 1 à 18 clubs. Je pense que
ce serait pas une mauvaise idée peut-être de resserrer un peu l'élite. Moi, je trouve que si ça peut alléger aussi un peu le calendrier des clubs européens, parce qu'on voit que c'est catastrophique le niveau des clubs français maintenant en Europe. Donc, pourquoi pas? Honnêtement, je suis pas contre. Mais à l'inverse, moi, je laisserais la Ligue 2 à 22 par contre. Pour le coup, là, les deux clubs qui sont en moins en Ligue 1, je les laisserai en Ligue 2. Mais évidemment, à condition de laisser 3 montées, 3 descentes. Peut-être un peu comme en Angleterre avec les deux premiers qui montent directement et continuer les playoffs et pourquoi pas l'augmenter même jusqu'à la 6e place pour faire 3e, 6e avec 2 demi-finales et une finale. Mais là, tu auras beaucoup de matchs. Hein. En fin de saison, en fin de saison. Si tu es déjà à 22 et que tu fais des playoffs, tu te retrouves à une saison à 44 matchs plus les playoffs. Ouais, c'est sûr. Ouais. Mais bon, après en Angleterre, ils sont 24 et bon, ils sont 20 en première ligue et ils le font. Donc après, on n'a pas les budgets. C'est sûr que c'est pas le même budget, les mêmes effectifs, mais ce serait quand même compliqué de passer à 18 en Ligue 2. Ça voudrait dire qu'il y ait beaucoup de descentes, moins de montées. Là, pour moi, ça me paraît compliqué. Moi, j'aimerais bien voir une Ligue 2 à 22. Je trouve que, honnêtement, j'ai rien contre ces clubs-là, mais tu as des clubs en Ligue 1, pour moi, qui sont un peu entre la Ligue 1 et la Ligue 2, tu vois. Et finalement, peut-être vaut mieux jouer des saisons un peu où tu peux jouer la montée en Ligue 2, etc., que de jouer chaque année le maintien sur un fil en Ligue 1. Même si, évidemment, l'exposition et les revenus de droits télé sont totalement différents. Mais une Ligue 1 à 18, une Ligue 2 à 22, dans l'idée, moi, ça me plairait bien. À condition, évidemment, de garder au moins 3 montées. Parce que sinon, déjà que là, les présidents sont pas très contents de voir que le 3e ticket il est plus direct. Ça deviendrait vraiment chaud, quoi. Moi, je rebondirais juste, Dodo, sur ce que tu as dit par rapport à la présence française en Coupe d'Europe. Aujourd'hui, les résultats ne sont pas fameux. Mais si on se rappelle, entre 1997 et 2002, c'était pas fou. Hein. Alors certes, il n'y avait ni le Grand Paris, ni le Grand Lyon. Hein. Mais quelles sont les performances qu'on avait? On a eu Marseille qui est arrivé en finale de l'UEFA, Lens en demi-finale de l'UEFA. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Ouais, après, c'était pas le même football. Mal, hein. Non, mais c'est déjà très bien. Mais on a les investisseurs, très bien vu. Tu vois, t'avais pas les investisseurs comme aujourd'hui. Mais on a vu que Marseille est arrivé de nouveau en finale de l'UEFA en ayant avec une Ligue 1 à 22, à 20. Voilà. On a vu que Paris est arrivé là en finale de Ligue des Champions. Ah, mais c'est particulier. Il n'y a pas que ça. Hein. C'est pas parce qu'on passe à 18 que les clubs français vont. Est-ce que ça ramènerait de meilleurs joueurs? Est-ce que ça amènerait à une philosophie autre? J'en sais rien. Mais pour moi, c'est pas du tout ça. Enfin, à mon avis, ça c'est l'intérêt qu'ils essayent de nous faire croire. Mais pour l'intérêt de passer à 18, c'est juste la thune, c'est juste économique. Je pense que la compétitivité, j'ai envie de le dire, le PSG, il s'en fout. Enfin, c'est pas parce qu'ils seront à 18 qu'ils vont gagner la Ligue des Champions ou qu'ils auront moins de blessés. L'intérêt surtout, c'est de se dire, on est 18, la part du gâteau, elle sera, on se la partagera à 18 ou de se la partager à 20. Et en plus, s'il y a que 18 clubs en Ligue 2, il y en a encore moins à qui on redélaguera. Donc finalement, la part de la Ligue 1 sera encore plus grosse. Je pense que c'est simplement ça l'enjeu. Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord parce qu'à 22, ça voudrait dire qu'il faudrait revoir un peu la répartition et forcément l'augmenter un peu pour la Ligue 2. Ça, c'est clair et net. Tu as tout à fait raison. Maintenant, tu dis, il y a le PSG. Moi, quand tu vois déjà le nombre de blessés et on parle du PSG, mais regarde en Europe, Liverpool par exemple, Alex sera le premier à le dire. Regarde Liverpool, regarde plein de grands clubs en Europe. Là, ils ont un calendrier qui est démentiel. C'est n'importe quoi. C'est une année très spéciale. Très spéciale. Du coup, l'année prochaine, tu auras aussi l'Euro pour les meilleurs. Mais après, tu reviens dans une saison classique. Ouais. Moi, je trouve qu'avec la suppression de la Coupe de la Ligue, tu peux passer dans une Ligue 2 à 22 avec des clubs qui n'ont pas d'Europe et d'avoir quand même que 18 clubs, ça t'allège un tout petit peu le calendrier pour la Ligue 1. C'est quand même, c'est pas le truc qui va faire que les clubs français vont en Europe. Il n'y a pas que ça, mais je pense que ça peut être un facteur. C'est le calendrier. Et encore là, j'ai envie de dire, on est nous en Ligue 2 dans un calendrier plutôt soft. Même en L1, on vient de jouer 10 rencontres en 3 mois. C'est maintenant où ça va être la mort pour les. C'est pour ça que là, je pense que moi, je suis inquiet. La répartition du calendrier qu'il faut. Moi, je suis inquiet parce que quand tu vois qu'il y a déjà plein de blessés et que c'est là, c'est à partir de novembre-décembre où ça va s'enchaîner. Mais ça, c'est un modèle. Il faut jouer peut-être plus l'été ou à l'automne ou au printemps plutôt qu'entre janvier. Mais bon, ça. C'est notre taf, ça. C'est pas nous qui mettons les horaires des matchs le mardi soir à 21h, messieurs, n'est-ce pas? Voilà. C'est vrai.
En tout cas, c'est un débat qui vous a animé, messieurs, et je pense qu'on en reparlera dans de futurs podcasts. Oui. Parce que, Oh oui. le sujet va encore être mis sur la table pas mal de fois. Merci pour ce petit débat animé et on va passer au quiz. Pour terminer ce podcast, c'est l'heure du traditionnel quiz. Alors après avoir été battu 2 fois, c'est désormais moi qui vais poser les questions. C'était le seul moyen que j'ai trouvé pour ne pas enchaîner 3 défaites de suite. Alors messieurs, on va commencer par une question sur les gardiens. Vous savez que Vincent de Marconnet brille particulièrement cette saison et le gardien du PFC avait été élu meilleur gardien au trophée UNFP en 2019. C'est le dernier à avoir été élu meilleur gardien puisque les trophées UNFP n'ont pas eu lieu l'année dernière en raison de la crise sanitaire. Chacun votre tour, vous allez me donner un de ses 10 prédécesseurs, donc le meilleur gardien au trophée UNFP. Alors je précise Laurent, en plus qu'on ne c'est regarde toi. jamais les trophées UNFP dans la mesure où nous on décerne nous-mêmes nos trophées. Je Voilà, sais, ça mais- c'est fait. Donc c'est vraiment moche de nous faire ça. Je me doutais que tu me dirais ça. Mais Laurent, tu as quand même l'honneur de commencer vu que tu es le tenant du titre. T'as de la chance. Parce que... Alors de Marconnet, donc c'était en 2018-2019. Tout à fait. Il reste que des gardiens très connus. Il n'y a pas de. Ah bon? Il y a peut-être un qui est un peu difficile, mais sinon c'est. Très connu, ça dépend pour qui, mais bon, c'est. C'est pas Gianluigi Buffon. Alors, Mamadou Samassa. Mamadou Samassa. Eh bien, pas du tout. Ouais, et voilà, tiens, on va aller le je démissionne. Moi j'en ai un, je pense que j'en ai un. Faut donc, faire- Vas-y, Dorian, allez à toi. Moi ou Philippe, comme tu veux, c'est toi qui Non, Vas-y, 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 moi vas-y. je pense que j'en ai 2. Alors, vas-y. Bon, bah, Oh là écoute, moi je pense qu'il y a Jean-Louis Leca. Et tu écoutes, tu as bien fait de prendre la parole parce qu'il n'y a pas Jean-Louis Leca. Donc, Philippe, tu peux d'ores et déjà gagner ce quiz. Il n'y a pas Jean-Louis Leca avec Non. Ajaccio, la saison Non. avec Ajaccio. Alors, Ah, merde. franchement, s'il y est pas, c'est un scandale. Il y a Paul Ouais. Bernardoni. Il y a Paul Bernardoni, bien Ah sûr, oui. en 2018. En Il y a 2018. Oukidja, il y a René aussi, non? Il y a pas Oukidja, mais il y a René. Ah, Il y a tu vois, Nicolas Douchez. Areola. Alphonse Ah oui, Areola. Areola, oui. Zachary Ah, j'y ai Boucher, pensé, mais Ah ouais. non, bah, voilà. Zachary, ouais. Nova S, Euh, c'est un peu dur avec ouais. Bastia. Ouais. Avec Benoît Bastia. Costil, Steve Elana et Vedran Rougneux en 2018. Oh, Ah ouais. Vedra, Ah ouais. bah Ouais. oui. Ah ouais. Pas mal, Moi, j'ai hein. gagné. Ah, mais j'étais C'était assez. j'étais tellement. Attention, Ah oui, j'étais tellement persuadé qu'il y avait Leca. Ah là. Il y a un deuxième thème pour ce quiz, messieurs, puisqu'on a parlé de Châteauroux tout à l'heure avec Bastien. Ça va être un jeu d'enchères. Vous allez devoir me dire combien d'entraîneurs passés sur le banc de la Berrichonne depuis la saison 2008-2009 vous pouvez me donner. Nicolas Usaï ne compte pas, bien sûr, et je vous donne une petite indication. Il y en a eu 8 au total. Non, mais ils ont fait une saison nationale aussi, ou pas sur la période. Ils ont fait une saison Du coup, nationale. ça sur la compte, ça période. compte. Ça compte. Ça tout compte. compte. Ok. Laurent, combien peux-tu m'en donner? Il y en a eu 8 au moins. Il y en a eu 8. 4. Oui, c'est dur. Ah ouais, tu oh là, attends. Dorian, est-ce que tu renchéris? Vas-y, je vais tenter 5. Je les aurais pas, je pense, mais je tente 5 quand même. Eh ben, je laisse. Pour le jeu. C'est mieux pour le Je jeu. laisse. Attends, il y a encore Laurent. Attends, il y a encore Laurent. Laurent, Je est-ce peux- que je tu peux vas à enchaîner. 6? S'il a perdu, du coup, après, ça jouera entre Philippe Non, et moi. bah non. On aura un c'est- point tous les deux. Soit tu me laisses, Ils soit auront tu un me point laisses tous les deux, ouais. la main, soit tu tentes. 6, Six sur c'est. C'est chaud. 6, c'est 6 sur 8, c'est chaud. Non, non, je laisse. Bon. Nicolas Usaï. Non, il a dit que ça compte ne pas. compte pas. Ah, Allez, ciao. J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Et si, il l'a dit. Oui, mais c'est pas. Oui, bah compte pas Nicolas Usaï, c'est bon. Donc, Je ne compte pas. Jean-Luc Vasseur, Tout à fait. Olivier Saraglia. Ouais, En intérim. Ouais, joli. En national, c'était Estevan, Michel Estevan. Michel Estevan. Ah, j'aurais pu y aller. Ça fait J'en ai même 3. 6-7. Ah, c'est bon. Pascal Gatien, Pascal Gatien. Ah oui. 4. Putain, là, je bloque avant Gatien. Putain, il y a qui? Attends. Depuis 2009, c'est ça? Ah, Depuis la c'est saison bon. 2008-2009. Bah ouais, mais ouais. J'aurais pu y C'est aller. long là, c'est long. Hein. Ah, c'est trop long là, Attends, c'est attends, bon, je suis non, à non, un, je suis à c'est un. bon. Dorian. Eh, Gatien. Allez, je tente Didier Tolo.
Et tu fais bien de tenter Di Tolo. Ah ouais. Di Tolo, Sûr qu'il y était. 2010-2013. Il y avait Jean-Pierre Papin aussi. Ah oui, il y avait oui, Jean-Pierre il y avait Papin. exact. Il y avait Jean-Louis Garcia. Jean-Louis Garcia, Ah ouais, je Dominique confonds, là. Lotta et Ah Cédric, putain, mais j'en avais même 8 en fait, c'est bon, je les avais tous. Cédric Dory aussi. Ah bah, moi, franchement, là, j'en Ah avais oui, Et Cédric Dory. J'en avais plus après Dietolo. Joli, joli. Et ben Yes, bravo, je me rattrape, messieurs. je me rattrape. Bravo. Je n'ai pas de troisième question, donc ce sera une Hein égalité. À moins que vous vouliez un dernier petit quiz très rapide. Peux vous le faire en Ouais. direct. Vu qu'on parle de Châteauroux et de ses entraîneurs, donnez-moi, alors ça a vraiment très peu de rapport avec la Ligue 2, quel club entraîne Jean-Pierre Papin? Chartres. Bourges. Boum, Chartres. C'est bon pour Ah, Dorian. putain, Bravo. c'est Chartres, ouais. Yes. Allez, c'est bon. Ancien entraîneur de Châteauroux, Ballon d'Or, Jean-Pierre Papin entraîne Chartres. Exactement. Bravo Dorian, Merci. vainqueur Yes. de ce quiz. Ben, écoutez, messieurs, c'est la fin de ce podcast qui était très, très chargé, très animé. riche. Merci Très riche. à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, parce que même pendant la trêve internationale, il y aura un podcast Ma Ligue 2. N'oubliez pas d'ici là de suivre toute l'actu de la Ligue 2 sur le site maligue2.fr, de télécharger la nouvelle application qui est disponible sur Android, bientôt sur l'App Store. Et puis, on se dit à très vite. À bientôt. Merci. Salut. Merci Alex, Ciao. à bientôt. Ciao. Salut.